Bon, merci d'être parmi nous au 308 Maison de l'Architecture pour un nouveau rendez-vous, quasiment un rendez-vous récurrent, puisque au risque de me tromper, je crois que c'est la 4e fois qu'on accueille les AJAP, qui étaient avant les NAJAP, et puis encore avant ça, autre chose. En tous les cas, on est très content de vous avoir parmi nous ce soir. Je vais vous présenter en quelques instants avec mon petit papier, parce que comme on se connaît depuis 5 minutes, je n'ai pas mémorisé, très franchement, les visages et les noms de chacun. Donc, bienvenue à vous tous pour cette exposition qui va rester quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à inviter d'autres que vous-même à venir la voir avant qu'elle ne reparte. Elle mérite qu'on y passe du temps. C'est vraiment quelque chose de très chouette, mais qui suppose de prendre le temps d'y rentrer, de s'asseoir. Il y a les tabourets, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on est très content d'accueillir cette exposition, même si les pompiers nous ont dit qu'il y avait des petits problèmes d'unité de passage, de libre, etc. Mais on espère que tout va bien se passer. Donc, les AJAP, vous savez à peu près tous ce que c'est. Ça existe depuis longtemps. On a pris l'habitude, nous, donc, de les accueillir, mais aussi d'organiser une soirée comme celle-ci à chaque fois, c'est-à-dire d'accueillir des lauréats qui nous expliquent, qui présentent leur parcours, mais aussi qui nous expliquent ce qu'est pour eux cette distinction, leur apport dans leur parcours d'architecte et voir si un petit peu, au-delà de vos destins personnels et de vos travaux personnels, le sens même de cette distinction existe encore, entre guillemets, en termes de reconnaissance et à quoi ça sert, entre guillemets, d'être AJAP dans un moment difficile pour l'exercice de notre profession, de notre métier. Donc c'est pour ça aussi qu'on est content de vous accueillir et que vous puissiez vous exprimer. Vous aurez une bonne heure, et je sais que vous êtes très organisés, donc vous avez préparé plein de choses à nous dire et à nous montrer. Après, on se gardera peut-être un petit peu de temps. On est chez nous, on a la clé, on peut rester le temps qu'on veut. Donc un peu de temps pour échanger avec la salle. S'il y a des questions, des observations, on fera circuler le micro. Je ne voudrais pas être trop long, mais j'ai des remerciements à faire. Vous le savez, d'être président de la Maison de l'Architecture, ça consiste essentiellement à remercier les gens qui nous aident. Et j'en ai ce soir un bon nombre, puisque cet événement a rassemblé autour de lui beaucoup de personnes et beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bienveillance. Alors la Cité du patrimoine, bien sûr, qui n'est pas représentée ce soir, mais qui est à l'initiative de l'exposition. Et puis notre ministère de tutelle, notre ministre, qu'on recevra peut-être un jour, je ne sais pas. En tous les cas, donc merci à tous ceux qui ont rendu cet événement possible. On a parmi nous ce soir un de nos mécènes, partenaires, qui est très présent pour cette exposition en particulier, qui est Axor, qui est le groupe Hans Grohe que les architectes connaissent bien pour leurs excellents produits et leurs initiatives dans le design de leurs produits. On a Martial Gilles qui est juste devant moi, à qui je céderai le micro tout à l'heure, qui vous présentera un événement qui se tiendra ici dans peu de temps, qui est directeur général de Hans Grohe France. Donc merci de nous avoir soutenus et d'être là ce soir. On a madame que je ne connais pas, mais qui est peut-être arrivée, que je vois sans la connaître, madame Valérie Stéphanie du groupe Castorama, qui est mécène de l'exposition aussi, qui peut-être un jour sera mécène de la Maison de l'Architecture. Donc qu'elle soit la bienvenue parmi nous. Je voudrais remercier aussi les bénévoles étudiants qui se sont coltinés avec Adrien, notre permanent, le montage de l'exposition, parce que c'est très joli, mais c'est un foutu casse-tête. Et quand ça sort du camion, croyez-moi que c'est pas évident à installer, surtout dans une nef aussi chouette que la nôtre, mais quand même un peu petite pour accueillir autant de belles choses. Donc merci à Céline, alors là vraiment vous pouvez les applaudir, Céline, Livia, Anaël et Boris. Ils se reconnaîtront. Voilà, c'était chouette. Hein. Monsieur Gilles n'en a pas eu autant, on l'applaudira après, Monsieur Gilles. Donc ils se reconnaîtront parce que moi je ne sais même pas qui c'est. Mais en tout cas, sincèrement, merci, parce que si on n'avait pas tous ces bénévoles, on n'y arriverait pas. Vous savez très bien que l'AMA est une association, qu'elle est désargentée du premier au dernier jour de l'année. Et donc on a besoin de vos bonnes volontés, de votre participation intellectuelle et physique. Là, c'était les deux, presque peut-être un peu plus physique encore qu'intellectuel. Mais donc, merci à vous. Pour finir, avant de donner la parole et de vous présenter comme je vous l'ai promis, je voudrais signaler donc
Les 2 prochains événements qui se tiendront au 308 Maison de l'Architecture, parce que le CRO a fait aussi des choses. On aura une conférence Agora, donc dans la continuité de la Biennale d'architecture de Bordeaux, organisée par la mairie de Bordeaux et nous-mêmes, donc sur la forme de Bordeaux, un autre regard. Et on aura le plaisir d'accueillir des gens qu'on croise souvent parce qu'ils sont ici, Jean-Didier Vincent, qui est neurobiologiste et écrivain. Certains d'entre vous, je pense, doivent le connaître puisqu'il est assez présent dans de nombreux débats. On aura Benoît Lasserre, notre ami du groupe Sud-Ouest, qui animera la soirée. Et on aura Alexandre Chemetov, qui est un jeune architecte qui démarre un peu comme vous et qui viendra donc nous parler de son travail, mais pas seulement, de la forme de Bordeaux. Enfin, on aura une restitution des Dauphins, qui est un jeune groupe d'architectes très actif ici, Dauphin Résidence, le lendemain. Ça sera le 3 juin à 19h pour le premier et le 4 à 18h30. On ne fait pas l'hôtellerie, mais vous pouvez dormir pas loin et revenir d'un jour sur l'autre. Voilà, et je lui ai promis, donc évidemment, je lui cède le micro pour environ 25 secondes, vous êtes par nécessité être plus rapide que moi, pour la soirée. Alors c'est l'Axordé, mais c'est une soirée, et donc je vous donne ça, et vous nous expliquez ce que c'est. Merci. Bonsoir à tous. Simplement, on aura la joie et le privilège de passer la soirée du 25 juin en votre compagnie. Donc nous sommes le groupe Hansgrohe, société allemande. La société Axor, vous avez un kakémono derrière avec quelques produits et des documentations. On travaille depuis plus de 40 ans avec les plus grands designers mondiaux et on vous présentera 40 ans d'histoire du design et de l'évolution de la salle de bain qui est passée d'une pièce hygiénique, une machine à laver où on rentrait, on était sale et on sortait, on était propre, à une véritable pièce à vivre. Grâce à vous qui avez fait évoluer cette pièce, grâce aux designers et puis un petit peu grâce à nous industriels également. Donc on aura la joie, donc n'hésitez pas à venir, ça se passera ici, c'est le 25 juin à partir de 19h. Et puis comme on aura les clés également, on aura l'occasion de rester jusqu'au bout de la nuit, enfin peut-être pas aussi tard que ça. Mais donc on aura pas mal de surprises, des premières présentations françaises de produits et des choses assez sympathiques. Donc, on espère vous retrouver nombreux dans un mois pour cette soirée fort sympathique. Merci. Merci. Un dernier remerciement à l'adresse de nos amis, confrères et visiteurs d'un soir et de quelques journées. On accueille ce soir un bon nombre d'autres maisons de l'architecture française, puisqu'on a pris l'initiative d'organiser à partir de ce soir, demain jusqu'à samedi midi, les rencontres des maisons de l'architecture. Donc on a notamment Claude Grandpré, qui est notre président du réseau national des maisons de l'architecture. Merci d'être là ce soir. On a à côté de lui Christian Paté, qui a traversé la France parce qu'il vient de Savoie. On a Lande de Cousillon, enfin on a plusieurs personnes. Donc merci, parce qu'ils font le même travail que nous, mais un peu loin, et de les accueillir ce soir, ça nous fait très plaisir. Voilà, donc je vous le disais, on accueille ce soir Julien Broussard. Voilà, mais bien sûr, Julien, je savais, moi je le savais, ne le savais pas, tu as bien fait. Loïc Piquet, c'est vrai, c'est lui aussi. Boris Nolot. Je ne cite que vous-même, mais après vous allez évidemment, ils représentent des agences, des associés, donc ils nous le diront bien mieux que moi. Sylvain Delbois. Et Grégoire Bassinet, c'est toi, ça, c'est facile. Oui, parce qu'on a parlé 6 minutes, que 4 avec les autres. Donc voilà, c'est à vous, j'en dis pas plus. Vous avez les micros, vous savez comment ça marche. Si jamais il y a le moins de soucis, c'est pas moi qui le résoudrai, mais Adrien vous aidera. D'accord. Merci beaucoup. Au nom des albums des jeunes architectes et paysagistes, on remercie beaucoup la Maison de l'Architecture d'Aquitaine de nous recevoir pour cette conférence. Alors les albums, vous avez dit rapidement, tout le monde sait ce que c'est. C'est un dispositif donc, du ministère de la Culture ouvert aux personnes de moins de 35 ans, architectes ou paysagistes. Et c'est qui en fait récompense ou salue le travail de ces jeunes équipes. C'est un prix qui est à la base individuel, qui récompense donc chaque agence, donc des paysagistes, des architectes. La spécificité un peu de notre promotion 2014, donc qui a été faite qui a été annoncée en avril 2014, c'est que on était très content d'avoir chacun ce prix individuel, mais on a
et du coup d'avoir ce très beau catalogue du ministère de la Culture. Mais on a monté une autre structure qui est le collectif AJAP 14, où on a décidé d'associer toutes les compétences qu'on avait chacun au sein de nos agences. Donc du coup, quand même, chacun, on a tous des agences constituées, mais avec quelques dizaines d'années d'expérience. Et en les associant tous, en se mettant à 18 équipes, ça fait tout de suite du monde. Ça fait 29 architectes, ça fait 10 paysagistes, ça fait 20 collaborateurs, ça fait un gros chiffre d'affaires commun, si on l'additionne. Mais en tout cas, ça nous permettait d'avoir une audience plus large et de prétendre à passer ce seuil et cette marche supérieure que les albums sont censés nous faire passer. Donc aujourd'hui on représente 4 agences. Je vais faire rapidement les autres agences. Il y a Elias Guénoun, architecte, Boideau Robin, Atelier PNG, Studio 84, Atelier Alterne, paysagiste, La Plage, Air Architecte, Studio Lada, BNA, Onsite, Trajectoire, Boris Boucher et Le Laboratoire. Et donc à 18, on travaille ensemble et on arrive à faire des choses. On vous expliquera à la fin de la conférence le projet dont on est très fier. On vient de rendre pour réinventer Paris, donc le concours qui a été organisé par la ville de Paris, un projet dont on est très content sur le site Éole Évangile. Et on vous montrera un peu la proposition collective du coup qu'on a fait à 18 mains, tous ensemble. Et la conférence, du coup, en tout cas le filage qu'on vous propose, c'est autour des nouvelles richesses. Donc je laisse Boris se présenter. Oui, c'est comme Grégoire l'a dit, effectivement, je pense que ce collectif est né aussi de constats et d'envies un peu partagées, en tout cas au fil des discussions qu'on a pu avoir lors de nos différentes rencontres, et notamment le constat effectivement qu'on avait un peu tous commencé nos exercices dans une période un peu de crise, mais que cette crise-là finalement, au lieu de nous crisper finalement sur notre manière de concevoir, nous avait plutôt permis de chercher des solutions, en tout cas d'accompagner finalement cet état de crise par le projet et finalement de trouver des solutions pour des solutions architecturales ou paysagères et finalement de produire par ces déplacements un petit peu des nouvelles richesses, que ce soit par les matières, par les usages, par la manière dont on met aussi en place les éléments construits. Et donc c'est vrai que on vous propose ce soir un peu cette conférence, donc qui va être un peu un dialogue croisé où chacun, en présentant nos projets un peu respectifs, on va essayer un peu de croiser finalement ces différentes thématiques, quoi. Donc un peu la première thématique qu'on a finalement un peu déterminée, c'était la richesse de la matière, c'est-à-dire finalement la première étape, c'est finalement l'acte. L'élément un peu fondamental, c'est finalement ce qu'on met en œuvre, la manière dont on va aussi choisir les matériaux et mettre en œuvre finalement les éléments qui s'expriment un peu différemment pour chacun. En tout cas, vraiment cette idée du choix du matériau, de la manière dont ça va se mettre en œuvre, sur des matériaux qui sont a priori, on va dire, pauvres. Donc c'est-à-dire qu'on est souvent dans des mises en œuvre assez simples, assez ordinaires, aussi parce que les programmes qu'on traite, on va dire de manière construite, sont aussi souvent des projets du quotidien, de l'habitat individuel, des petits équipements, donc voilà, et que finalement dans cette problématique d'être aussi des architectes du quotidien, il y a ce regard un peu précis sur la manière dont on met en œuvre les choses et les espaces. Et donc là, si je commence en fait avec un premier projet, donc un projet construit pour un jeune agriculteur, un célibataire, nous un peu le jeu de mots du titre. En fait, tout le projet, on va dire constructif, est vraiment basé sur son savoir-faire. C'est-à-dire qu'en tant que jeune agriculteur, effectivement, sur l'exploitation, il a un certain nombre de bâtiments qu'il entretient ou qu'il construit, et qui sont souvent, on va dire, des bâtiments métalliques livrés en kit. Donc voilà, donc il a un certain nombre de compétences, de savoir-faire, c'est-à-dire de monter des structures, faire du bardage, voilà. Et comme ça, finalement, il a un patrimoine bâti au sein de l'exploitation qui est celui-ci. Et donc tout le projet de la maison part de cette idée-là, c'est-à-dire de finalement livrer quelque chose qui puisse monter lui-même. Tout ça dans forcément une économie de moyens, avec un budget qui est très faible, parce que là on arrive à une maison qui coûte moins de 50 000 € hors taxes.
Et donc la charpente bois en fait est préfabriquée, l'ossature bois qui est en dessous aussi, et tout ça est fabriqué par un charpentier qui habite à 9 km d'exploitation et qui est venu livrer tout sur place. Et du coup il a pu, je dirais, au fur et à mesure de son temps libre, qui n'est pas forcément non plus extensible dans le domaine agricole, il a pu comme ça constituer petit à petit le volume. Et finalement, tout l'enjeu du projet, c'était de constituer cette boîte dans la boîte. Et le premier hangar, finalement, forme une enveloppe à l'intérieur duquel la partie habitable vient se loger. Donc là, on voit finalement les étapes de l'autoconstruction, puisque du coup, voilà, donc où il n'est effectivement pas tout seul. Alors, ce qui produit un projet assez brut, et qui joue en même temps du langage du hangar agricole, puisque finalement on est dans une zone très rurale où il y a d'autres bâtiments d'exploitation qui sont assez proches, donc finalement on joue un peu de ce langage entre bâtiments agricoles et logements. Et voilà. Et aussi avec cette idée que la maison n'est pas seulement la partie chauffée dans laquelle on habite, mais que finalement il y a comme ça une porosité vers l'extérieur qui permet finalement d'avoir finalement plusieurs couches, on va dire, à la maison, que ce soit la partie habitée, chauffée, la partie extérieure couverte, et puis finalement le jardin qui se déploie après à l'arrière. Et donc on voit en fait comme ça tous les espaces qui se développent à différents moments. Et c'est vrai que c'est une manière aussi de construire les choses qui soit finalement très simple pour lui à approprier. C'est-à-dire que là, finalement, de décomposer les enveloppes bâties permet à un moment donné de dire, finalement, le hangar, il est simple à fabriquer, il n'est pas technologique, et c'est pas grave si ça fuit un peu. Et la boîte en ossature bois, elle, finalement, elle est aussi assez simple. Elle nécessite finalement assez peu de savoir-faire précis, on va dire. Alors, le deuxième projet concernant la matière se situe à Bordeaux, sur le quai des Champs, pour lequel nous travaillons sur le jardin en fait, de l'îlot DB2, je crois, qui se situe à côté du pont de Pierre, juste à côté de la caserne. Et on est parti en fait pour du coup concevoir le projet de paysage de la lecture du grand site quoi, qui est la Garonne, à l'échelle de Bordeaux bien sûr, sur cette rive droite qui est appelée la rive nature, et partir de cette richesse du paysage existant pour essayer de constituer une matière spécifique au projet. Alors, vous avez une vue là d'oiseau. Le projet du bâtiment est créé par un ancien AJAP, l'agence Brenac et Gonzalez, qui ont travaillé un bâtiment très simple, tout en strates, très blanc. Et du coup, le paysage est venu créer une matière mouvante et riche et colorée, en fait. Et ça a été tout le thème en fait, qu'on a voulu développer pour ce bâtiment, qui est donc quelque chose de très sculptural. Et on a développé toute une gamme de végétales volontairement poussées dans les contrastes et colorées, qui doivent réussir à faire une accroche visuelle changeante au cours des saisons. Donc, du coup, on va peut-être montrer, voilà, donc ça c'est le plan un peu pour vous montrer l'îlot avec les différents bâtiments. Et du coup, depuis le jardin, on a tous ces jardins suspendus, des concentrés de paysages très chimiques, on va dire, presque, qui viennent faire les reflets sur la façade. On peut voir une autre vue, et du coup, vue depuis le quai, on a la strate basse qui est en lien direct avec le parc aux Angéliques, qui est très filante pour pouvoir laisser passer les crues en cas d'inondation, et le bâtiment du coup qui on voit sous les sous-faces qui joue avec le reflet des végétaux. Et là du coup le végétal est utilisé comme une matière, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on le présente dans le projet, comme il fait entièrement partie du bâtiment. Donc après, pour continuer toujours sur cette question des richesses, donc la richesse de l'usage, donc on l'a vu effectivement, un peu tous ces programmes assez quotidiens, c'est aussi derrière comment les projets qui sont développés, à un moment donné, aussi prennent à cœur l'usager comme un élément un peu fondateur, et permettent à un moment donné de développer cette question de l'usage, et en tout cas de toujours avoir cet aller-retour
entre ce qui est projeté et on va dire, soit les modes de vie, soit les modes d'appropriation, soit finalement les qualités d'usage que permettent les projets. Et donc, je crois que c'est... Oui, donc ça c'est un petit projet finalement typique pour un jeune architecte. C'est une amélioration thermique d'une maison existante. C'est une maison qui est située à Saint-Louis, donc c'est la ville qui touche Bâle, donc avec un foncier assez intéressant, des valeurs foncières assez hautes, hein, parce qu'il y a beaucoup de frontaliers qui travaillent dans ce secteur. Et en fait, là, le défi, c'était tout simplement d'améliorer la thermique générale de la maison. Et puis, il y avait une volonté d'une petite extension. Et donc, le travail s'est orienté sur essayer de donner du sens à cette intervention quand même, essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Et pour ça, on a dû, parce que c'est un petit projet d'amélioration thermique sur une maison individuelle, avec un budget, somme toute, assez limité aussi, de 120 000 euros de tête, je crois. Et donc le travail a été avant tout de manipuler des budgets, quoi. C'est-à-dire, là, on voit que cette petite extension, elle est appuyée sur une terrasse existante. Donc au niveau du béton, on a essayé de minimiser un maximum le lot béton. On a scié uniquement les garde-corps. On est venu poser une petite ossature bois, donc cette fameuse petite extension avec le verre. Et puis, donc on s'est intéressé tout simplement à l'usage, quoi. L'idée étant un peu de monumentaliser le quotidien pour en faire quelque chose d'assez exceptionnel. Et ce petit vitrage donc, qui répond avant tout quand même à des problématiques de ventilation, hein. Donc c'est une cuisine, ça doit être ventilable assez facilement. Et les clients qui souhaitaient vivre un petit peu toute l'année dehors, bah voilà, la réponse a été ce petit projet qui est une petite gourmandise, en quelque sorte. Alors bien sûr, on n'a pas pu, du coup, l'orientation du budget a été dans le sens de traiter de manière assez brute les intérieurs aussi, uniquement poncer les planchers ou des choses comme ça. Donc ça a été beaucoup de discussions et je crois que vraiment le travail de l'architecte, il est avant tout aussi à ce niveau-là, quoi, sur des discussions, des échanges, beaucoup d'échanges, et puis manipuler des budgets, orienter les priorités, sélectionner les priorités. Voilà. Et le vitrage. Alors le vitrage, bien sûr, c'est un procédé un peu particulier, puisque c'est un double vitrage, hein, donc on répond à des problématiques, bien entendu, thermiques fortes. Et la particularité, c'était bien sûr de découper un vitrage en double vitrage avec garder les qualités thermiques du double vitrage. Donc on sait qu'il y a de l'air à maintenir dedans, sous pression, etc., etc. Donc c'est bien sûr, on a un peu bataillé pour trouver la personne qui allait nous faire ça, et on a dû les chercher de l'autre côté de la frontière, notamment donc à Bâle. Malheureusement, entre guillemets, on avait initié pas mal de discussions avec des fournisseurs français en direct, avec les Saint-Gobain, etc., mais ils n'ont pas été en mesure de nous produire cette chose-là. Bon, après, ça reste un projet très local, puisque la ville de Bâle est à 1,5 km, donc on s'est consolé un peu dans ce sens-là, quoi. Donc ça, c'est un projet de jardin en Angleterre, au nord-est de l'Angleterre, dans la vigne de Kings Lynn. Et donc la problématique, c'était de réaménager une des parcelles d'un parc historique qui se situe en plein centre-ville. Donc là, on est vraiment dans la thématique de l'usage. C'était un site qui n'avait pas de fonction, qui était pas utilisé. Et donc avec un projet, comme toi aussi tu l'évoques, assez limité. Donc la question, c'était de voir comment on pouvait apporter de l'usage avec une solution assez simple. Et donc la réponse qu'on a donnée, c'était justement de jouer sur la topographie pour donner un nouveau relief qui permettait de créer différents usages en se servant justement de la géographie du lieu qui est à proximité on va le voir sur le schéma d'après, qui est à proximité d'un cours d'eau, qui est à proximité d'équipements publics, et donc de réinterpréter du coup ce langage autour de l'eau pour créer différentes circulations. Et donc voilà, donc ça c'était les conditions existantes, donc cet espace assez fermé. Et après donc le processus de projet qu'on va aussi évoquer un petit peu après, qui est justement dans pas mal de projets qu'on fait, on essaie aussi d'être dans la partie construction. Et donc là, c'était un projet qu'on a pu réaliser avec les jardiniers de la ville où on a fait les différentes étapes de projet.
Donc voilà, donc l'image finale au bout de l'installation. Et donc après, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est de voir comment évoluent les projets, de revenir sur le site une année après, justement voir comment les personnes l'utilisent. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc ce qui était intéressant de voir, c'est justement des personnes qui créent des usages qui étaient différents de ce qu'on avait anticipé, donc qui étaient sur le haut début, ou qui commençaient le côté intergénérationnel qu'on trouve assez important dans tous les projets. Et aussi le côté, à travers ce projet, c'est aussi de réinterpréter la question des aires de jeu, se dire que les aires de jeu, c'est pas forcément des espaces qui sont livrés sur catalogue. En créant justement de la topographie, on peut arriver aussi à attendre des projets qui sont, si on peut dire, plus intégrés, un peu plus naturels, et qui, pour un enfant, par exemple, procurent autant de satisfaction dans le plaisir de découvrir, de grimper, de rouler. Donc voilà. Donc ce projet, c'était pour démontrer qu'avec un tout petit budget, c'était 40 000 €, on peut quand même transformer un espace. Ça, c'est un projet dans le cadre d'un concours international, concours ouvert auquel on a participé, situé à Helsinki, en Finlande. Donc c'est une bibliothèque nationale qui compose un petit peu la clé de voûte d'un ensemble de bâtiments situés au cœur de ville, à côté de la gare centrale, à côté d'un musée dessiné par Stephen Hall, à côté d'un centre de la musique dessiné par Alvar Aalto, et en face du Parlement de la ville d'Helsinki. Donc pour ce projet, on s'est bien évidemment posé la question de l'usage. Qu'est-ce qu'une bibliothèque aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous est demandé de faire aujourd'hui? On s'est aussi questionné sur une forme de prolongation de l'espace urbain à la verticale. Ici, on voit une image de James Wines qui évoque un peu ce questionnement, ou en tout cas qui propose une image qui va interpeller sur une sorte de superposition de la ville. Et donc, toujours sur la question de l'usage, qu'est-ce qu'une bibliothèque aujourd'hui? Nous, ce qu'on a voulu traiter, c'est une facilité de l'usager depuis l'espace public à identifier ce qu'il va parcourir, ce qu'il va découvrir, et aussi d'avoir une réponse immédiate du bâtiment par un jeu de transparence et aussi d'échelle qui sont liés forcément à des usages depuis l'espace public, le projet. Donc c'est cette image qui a été un peu génératrice de ce projet-là, où on voit donc les gens au pied du bâtiment qui vont commencer à avoir une lecture des différents plateaux, qui vont tout de suite évoquer des usages, des éléments, des micro-architectures parcourables, un petit morceau de ville finalement superposé. Donc là, on voit le bâtiment dans son site, dans son intégration, donc qui fait place à un lieu public qu'on a voulu, dans son dessin d'espace public, comme ayant une forte centralité. Là, on a une façade qui va exprimer tout autre chose, qui est la façade à l'opposé de la place publique, qui donne plutôt sur la gare. Donc une façade qui va plutôt évoquer une matérialité de meubles, puisqu'on est toujours sur cette sémantique. On voit les espaces intérieurs qui desservent les différents plateaux. Ce projet, pour nous, c'était une sorte de palimpseste, une sorte de réécriture, en fait, de ce qu'on connaît déjà dans la culture populaire, sur ce qu'est une bibliothèque, mais aussi sur des nouveaux usages créés, parce qu'aujourd'hui, une bibliothèque, c'est pas uniquement des bouquins empilés, c'est aussi d'autres fonctions, d'autres espaces d'échange. Donc, comme je vous le disais, ça c'est un espace qui est directement en relation avec l'espace public. C'est une sorte de forum en fait ouvert sur la ville, en continuité, où là l'échelle est plutôt une échelle très humaine, puisque c'est le mobilier qui va composer la cartographie de cet espace ouvert. Et donc, ce qu'on voulait éviter, c'était ça. C'était cette image de la bibliothèque un peu d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'évoque le palimpseste, puisque nous, on voulait, suivante s'il te plaît, à travers des images connues un peu de notre imaginaire qui évoquent la rêverie de ces espaces un peu
un peu où la culture est gardée comme un trésor. On voulait retrouver cette forme-là et la réécrire. Voilà, une suivante. Donc là, on est dans l'espace à proprement dit de la bibliothèque traditionnelle, qui est située au dernier niveau du projet, et qui est en fait une micro-architecture, une micro-urbanité, où on déambule, où on découvre ces tours de livres dans lesquels on peut bien sûr rentrer, monter. Suivante. Voilà. On trouve aussi des oasis qui permettent aussi toujours les échanges. On a ce miroir qui va aussi orienter, qui va redéfinir des perceptions. Voilà, un exemple de micro-architecture. Voilà une vue un peu générale qui remet plusieurs échelles en confrontation et qui met aussi, par le biais du reflet, toujours une situation à un site. On voit le Parlement qui se reflète. Voilà, la suivante. Voilà. Et donc là, on a la résultante de ce que je vous disais au tout début, ce projet qui est une sorte d'étagère, une vitrine en fait, tournée sur l'espace public, et qui selon nous correspond à des usages actuels avec une programmation culturelle. Alors là, vous allez faire une diagonale géographique tout cap au sud. On se retrouve à Mirabel, un village de 2500 habitants à une quinzaine de kilomètres de Montpellier. Et le village, lorsqu'on l'appréhende de loin, on voit une silhouette. Donc le village, c'est un village sur une motte, tout en haut. Et quand on l'appréhende de loin, on voit émerger plein d'arbres remarquables qui, de façon assez rigolote, marquent toujours un des espaces publics. À côté de l'église, on a un premier pin. À l'endroit de notre site, il y avait un cèdre somptueux et un petit peu plus loin, une autre petite place, un séquoia. Je parle bien sûr d'un village, enfin c'est un petit village. Le programme pour ce projet, c'était de reconstruire la mairie. La mairie était plus accessible n'était plus accessible. Et du coup, il y a un concours qui a été lancé. Vas-y, tu peux montrer les images suivantes. Donc la mairie, elle se trouve en haut de l'image, là-haut, là, tout là-haut. Et donc c'est un tout petit bâtiment. Et sur la rue, il y a un bâtiment qui avait été démoli et du coup il y avait une friche qui restait un peu vacante au centre du village, mais qui était quand même assez animée parce que du coup il y avait beaucoup de gens qui pouvaient s'y garer, les enfants pouvaient venir y faire du vélo. Voilà. Au moment du concours, on a eu le concours avec une faisabilité. Et donc moi je suis paysagiste. Et donc on a travaillé avec Xavier Leplay, architecte, beaucoup avec lui au moment du concours pour remettre en cause la programmation initiale et du coup le positionnement de la mairie qu'ils imaginaient au début le long de la rue. Et on est parti du constat qu'actuellement il y avait des usages sur un espace qui était non traité qualitativement, mais en tout cas il y avait un espace qui était capable de multiples usages. Un petit marché, un manège, voilà, tout ce qu'on peut imaginer dans un village, dans un petit village, les élections, tout ce qu'on voilà. Et on a pris le parti pris de libérer au maximum l'espace et de faire du vide. Et le bâtiment, du coup, il y a une solution architecturale tout en finesse collée à la rue qui se trouve tout au nord. Et on a du coup, puis tu vas pouvoir mettre l'autre perce. Voilà, ça c'était l'axonométrie au moment du concours. C'est un projet qui est présenté dans l'expo. Et on a du coup, le bâtiment est très fin. Il permet de libérer totalement l'espace de la parcelle, de mettre en valeur, bien sûr, d'avoir un jeu de composition avec le cèdre existant, qui est un arbre incroyable, centenaire. Et du coup, on a divisé l'espace en deux zones. Une zone jardin où on ne touchait pas du tout aux abords du cèdre pour conserver ses racines. Il y avait une déclivité naturelle en fait entre la plateforme du cèdre et la partie basse. Et du coup, on a traité cet élément-là vraiment comme un bijou, un truc un peu spécifique qui est l'emmarchement. On verra des détails juste après. D'ailleurs, on peut y aller tout de suite. Voilà. Où on a essayé de mettre
Enfin, c'est un budget, il y avait quand même 450 000 € pour les espaces extérieurs. Ce qui est pas, enfin, c'est quand même pas un très très gros budget, mais on a voulu volontairement mettre l'argent dans la bordure périphérique en pierre. On a choisi un calcaire du Tarn. C'était une bataille pour avoir cette pierre-là. Et dans cet emmarchement de pierre qui justement doit engendrer de nouveaux usages et une zone de rencontre. Alors au début, on avait imaginé que ces petits plateaux pouvaient être amovibles et pouvaient être changés. Plein d'idées. Finalement, c'est fixe, mais vous allez voir sur la photo juste après. L'effet voulu, on a réussi à l'avoir. C'est un endroit qui a été livré il y a quelques semaines. Et il y a déjà des usages qui s'y créent, des gens viennent se rencontrer. On avait imaginé aussi que cet escalier devenait aussi le gradin, par exemple, le jour des photos de mariage, quand on sort de la mairie. On se mettait sous le cèdre. Du coup, tu peux montrer les... Et du coup, on a mis vraiment l'argent dans cet élément-là, l'escalier en pierre, et la place, on a voulu un traitement très simple avec un béton désactivé qui reprenait déjà ce qu'il y avait un peu dans la commune, quoi. Voilà. Et on a... c'est vrai qu'on a voulu quelque chose de très vide, mais ça a été une bataille, une grande discussion avec les élus qui trouvaient ça trop vide. Mais au final, avec le système de bornes qui sont là au premier plan, qui sont des bornes amovibles, on peut rendre l'espace pas totalement ouvert. Et c'est les usages vraiment qu'on a voulu imaginer dès le début qui ont dicté en fait cet espace. Voilà. Une dernière photo. En fait, on le voit à travers un peu les deux premières thématiques, c'est que la question du projet, c'est aussi beaucoup, enfin en tout cas dans ce qui nous réunit, c'est autant finalement le résultat final que la manière d'y arriver. Et qu'effectivement, le projet, c'est toujours aussi une négociation, une discussion, une négociation effectivement avec les maîtrises d'ouvrage parfois, aussi beaucoup de négociations avec finalement l'aspect économique des choses. Et que finalement, la manière d'aborder le projet, le processus du projet est une chose importante, et aussi l'invention un peu, je dirais, à la fois de l'intégration du maître d'ouvrage, donc cette question aussi qui ramène à celle de l'usage, c'est-à-dire comment on peut comment on peut ramener la maîtrise d'ouvrage en donnant du sens, trouver l'usager, effectivement, de l'intégrer dans les phases de conception un peu du projet. Et aussi comment finalement, dans ce contexte un peu économique fragile, comment finalement ce processus permet d'inventer des choses et de répondre finalement à ce contexte un peu difficile. Et donc, à travers les projets qu'on va vous montrer, c'est finalement un peu un panel justement d'invention, en tout cas des contextes qui situent l'architecte non plus forcément en tant qu'une maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire de quelqu'un qui dessine un projet sur un programme, mais qui va intervenir à différentes étapes du projet, que ce soit parfois en amont pour créer quasiment la commande, ou pour initier au-delà d'un objet dessiné ou construit un mouvement, ou en tout cas un mode d'appropriation, ou une manière de s'accaparer finalement une idée, quoi. Alors, si Du coup, je vais vous présenter le projet des fruits du voisin qui justement rentre dans cette thématique. Nous, on l'a dénommé comme un projet de recherche-action. Recherche, c'est parce qu'on est parti sur une problématique qui était assez simple, c'est que les arbres fruitiers produisent plus que ce qu'on consomme. Et donc, qu'est-ce qu'on fait justement du surplus de fruits que chacun peut avoir dans son jardin ? Et donc l'action qu'on voit un petit peu sur cette image, c'est justement de se dire comment, justement à la fin, cette matière qui est le fruit peut devenir à la fin un support pour des échanges, pour la convivialité, pour des rencontres, pour pas gaspiller, pour toute une économie un peu circulaire autour de la production de fruits. Donc voilà. Donc le cadre du projet, on a répondu à un appel à projet du parc naturel régional de la vallée de Chevreuse, qui s'appelait Utopie réaliste, qui cherchait des projets dans la thématique du développement durable.
Et il se trouvait que ce territoire était assez bien approprié à cette question parce que justement c'est un territoire où il y a beaucoup d'anciens vergers, en tout cas il y a un beau patrimoine arboricole et agricole. Et par exemple, ça c'est une photo d'un jardin qu'on a visité au tout début du projet où on voit qu'il y a des pommes qui sont à même le sol, qui ne sont pas ramassées. On a rencontré une habitante qui, pour elle, les pommes c'était devenu une contrainte, quoi. En tout cas, il y en avait tellement que c'était devenu un peu une angoisse pour elle, donc on a essayé de voir comment on pouvait remédier à la question. Et justement, dès qu'on a commencé un peu à réfléchir aux fruits, et du coup, on s'est rendu compte que ça ouvrait plein de portes, et on a réfléchi en fait un peu au cycle du fruit, si on peut dire. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de... Parce que c'est ça, pour nous, notre métier. Donc moi, comme Grégoire, je suis paysagiste. On fait de la maîtrise d'œuvre, de la conception, mais en tout cas, nous, on apporte beaucoup d'importance à la sensibilisation dans notre travail, parce qu'on pense que c'est aussi via ce levier qu'on peut faire changer les mentalités, les choses. Et donc, pour nous, c'était très important, et ce qu'on touche avec ce projet, c'était justement de redonner un sens à la culture de la taille, à comment planter un arbre, à comment le greffer. Donc, vous verrez après, il y a toute une partie du projet qui a été justement de faire des ateliers pour donner des connaissances aux personnes pour entretenir leurs fruits. La partie la plus visible, mais qui est souvent omise, c'est le côté des récoltes. Donc on plante un fruit, un fruitier, c'est la première chose qu'on va faire quand on arrive dans son jardin, un fruitier, hop. Et après on part en vacances. Souvent, ou alors on devient vieux, ou il y a plein de raisons. Donc c'est de trouver comment on peut pas gaspiller. Donc se dire qu'à l'inverse, il y a des personnes qui n'en ont pas. Et donc essayer de mettre en place un système où il y a des personnes qui peuvent être bénévoles, qui peuvent venir récolter, et ce qui est récolté, c'est partagé entre cette personne bénévole, le propriétaire, et s'il y a du surplus, on peut même se dire on donne à des associations caritatives. En tout cas, il y a plein de personnes qui peuvent en avoir besoin. Et la dernière partie du cycle, comme je dis, c'est une boucle, c'est le côté justement distribution et transformation. C'est de se dire qu'il peut y avoir aussi un échange direct, je te donne ma pomme, tu me donnes ta poire. On peut aussi donner du coup dans des points relais des fruits. Et aussi, ce qu'on a trouvé qui était assez valorisant, c'est aussi de créer des moments festifs autour de ces récoltes. C'est-à-dire on se retrouve autour d'une table sur ta place de village. Et on découpe les fruits, et on consomme, on fait une tarte, on fait un jus de fruits. Donc voilà, concrètement, on a essayé de le faire. Donc ça, c'était des ateliers où on a eu des personnes qui étaient, par exemple, des arboriculteurs qui ont partagé leurs connaissances sur la taille. On a fait pas mal d'ateliers avec les enfants pour aussi sensibiliser sur les récoltes ou sur comment reconnaître autour de chez eux qu'il y a justement dans la forêt d'à côté des châtaignes ou en tout cas des comestibles. Des récoltes, justement, on s'est rendu compte qu'il y a aussi il y a les jardins privés qui étaient une des cibles du projet, parce que justement, nous, en tant que paysagistes, on trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'espace public, mais les jardins privés représentent un patrimoine foncier qui est très important. On parle souvent de la trame verte et bleue, et justement qui se fait aussi au niveau des jardins privés. Donc commencer à donner des bonnes pratiques à l'échelle des jardins privés, c'est très important. Dans ce cas-là, c'était dans une commune où il y avait un verger communal qui n'était pas entretenu. Donc on a été récolté. Donc voilà, donc ça c'est aussi le côté humain du projet. Donc ça, c'était toutes les différentes personnes qu'on a rencontrées au fil du projet, où on crée ces moments d'échange. On a fait sur 4 communes pilotes dans le parc. Et donc voilà, des sourires, des échanges. Ça s'est même étendu à la fin, des échanges de végétaux, donc des personnes qui ramenaient des confitures, c'était très ouvert. Voilà, ces petits échanges. C'est dans des communes rurales, quoi, 1000 habitants, des petites communes. Et le côté justement transformation aussi. On a fait des jus de Mirabelle. Et l'autre côté, donc ça c'était le côté action, et l'autre côté qui était important pour nous, c'était aussi le côté recherche, en tout cas de se dire qu'on touchait du doigt quelque chose qui pouvait être analysé à une échelle un peu plus importante. Et donc on a mis en place, en se servant des technologies d'aujourd'hui, parce que je pense qu'aussi
on doit un petit peu réinventer notre profession, ou en tout cas être en phase avec les technologies d'aujourd'hui. Donc on a mis en place un site internet avec une carte où les personnes peuvent géoréférencer leurs fruits. Donc du coup, à une échelle d'une commune, on peut se dire, tiens, mon voisin a ça, et on peut rentrer en contact. Et aussi, au-delà des fruits, on s'est dit que c'était bien que les personnes puissent échanger entre eux leurs talents. Justement, comme on l'a vu au début, j'ai des talents en taille, je vais les échanger contre la grand-mère qui a des talents en confiture. Donc on crée un petit peu un réseau un peu plus large et des échanges. Et aussi pour accompagner, donc en servant un petit peu aussi des outils que nous on peut avoir, on essayait de voir comment on pouvait mettre en place un kit, en tout cas un manuel qui permette aux personnes de construire eux-mêmes. On aime bien le concept anglais de do it yourself, fais-le toi-même, se dire qu'on donne un peu un kit et des personnes avec des matériaux recyclés peuvent faire eux-mêmes. Justement, là, c'était juste un point relais où les personnes viennent déposer leur surplus de fruits. Voilà. Alors là, c'est un projet d'habitat participatif, alors qu'il y a un peu une petite particularité, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en temps de crise, des fois le travail se fait un peu plus rare, mais je dirais que aussi en tant que jeune praticien, on n'attend pas toujours que les gens nous appellent pour entre guillemets trouver du travail. Et ce projet-là, ça illustre un peu ça. C'est-à-dire que là, on est dans une ZAC à Nantes, qui est la ZAC Bottière-Chenay, qui est un écoquartier. Et sur cette ZAC-là, l'aménageur en fait, avait laissé ce petit terrain qui fait grosso modo 800 mètres carrés un peu de côté, en se disant que c'était une parcelle qui pouvait être destinée à une expérimentation, on va dire, soit programmatique, soit de montage. En tout cas, qu'il y avait quelque chose ici peut-être à faire. Donc en fait, on voit... et c'est un terrain en fait qui est un peu résiduel, parce qu'il est issu de la démolition d'un bâtiment qui était pour ouvrir une nouvelle voie là, qui est sur la gauche. On voit un petit peu sur la gauche apparaître. Et en fait, comment on est arrivé en fait à ce projet-là, c'est qu'on a su donc que cette parcelle-là était libre parce qu'on travaillait par ailleurs avec l'aménageur sur d'autres projets et qu'on a eu l'occasion de discuter de cette parcelle-là aussi par le biais on va dire, de l'habitat participatif ou de l'habitat groupé. Parce que on a d'autres projets qu'on a développés un petit peu à l'agence autour de cette thématique-là. Et nous, spontanément, à l'agence, on a fait la démarche d'aller voir l'urbaniste de la ZAC en disant, mais voilà, on sait que cette parcelle-là est disponible. Nous, on a un peu d'expérience dans l'habitat, on va dire, groupé. Ça nous intéresserait de développer un peu ce système-là ici. Voilà un peu ce qu'on fait comme type d'architecture, pour savoir déjà s'il y avait un peu des contre-indications architecturales à ce type de projet, savoir s'il y avait des contraintes un peu inhérentes au plan d'urbanisme, et puis aussi aux intentions de l'urbaniste. Et suite à ce premier rendez-vous-là qui s'est très bien passé, la question de l'urbaniste c'était oui, c'est très bien, mais c'est qui le maître d'ouvrage? Pour l'instant, il n'y en a pas. Et on a fait, je dirais, dans un premier temps, ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire qu'on en a parlé à nos amis, aux amis des amis, dans un cercle, on va dire, qu'on a essayé d'étendre au maximum pour essayer de trouver finalement une maîtrise d'ouvrage en capacité d'acquérir ce site et de faire construire dessus. Alors, donc la ZAC Bottière-Chenay, je ne sais pas si certains connaissent la ville de Nantes, mais c'est pas très loin du centre-ville, mais c'est pas le centre-ville. C'est-à-dire qu'on a 10 minutes de tram, et pour beaucoup de gens, ça fait très loin. Donc tous les amis ou les amis des amis, ils trouvaient que c'était une très belle idée, mais ils auraient préféré la même chose en centre-ville. Donc on est resté un petit peu comme ça sur avec un peu ce projet-là sur le bras, en se disant comment on peut faire les choses. Et donc on s'est rapproché, finalement on est retourné vers les managers et en fait on a discuté avec lui sur comment on pouvait finalement communiquer autour de ces principes-là, autour de ce site. Donc nous en amont on avait fait une petite faisabilité un peu capacitaire et puis aussi d'implantation pour voir ce qui était possible de faire. Et ce qui a débloqué le projet, c'est finalement des réunions publiques en collaboration avec l'aménageur et qu'on a fait dans les maisons de quartier avoisinantes. Et finalement, c'est à l'issue d'une des réunions publiques que le groupe d'habitants s'est constitué de 6 foyers qui ne se connaissaient pas du tout et qui, pour la plupart, ne connaissaient pas non plus les principes, on va dire, de l'habitat participatif. Et donc le projet s'est monté comme ça. Donc il y avait aussi en même temps avec nous une association d'accompagnement de groupes comme ça d'autopromotion qui nous accompagnait et qui a permis de fédérer un peu le groupe et de mettre en place toute la partie un peu programmation.
les faire se rencontrer et les faire discuter pour savoir finalement quel objectif ils voulaient atteindre ensemble. Parce qu'effectivement, alors je dirais, nous on a une approche assez pragmatique de ces questions-là, en se disant que finalement on n'est pas militant de l'habitat participatif, mais qu'on est plutôt dans une idée de se dire effectivement en tant que maître d'œuvre et d'architecte qui a aussi une expérience qui est beaucoup personnellement dans la maison individuelle, on est toujours face à des usagers qui expriment une demande et en même temps qui est souvent une expression assez maladroite des choses et sur laquelle on doit travailler pour faire un projet d'architecture. Moi je dis souvent, quand je parle des maisons individuelles que j'ai pu réaliser, souvent les gens ils viennent nous voir et puis le premier rendez-vous ils nous disent nous ce qu'on voudrait c'est un grand séjour et puis une douche à l'italienne. Et puis voilà, avec ça il faut faire un projet d'architecture. Là c'est un peu la même chose mais avec 6 foyers. Avec 6 foyers qui ne se connaissent pas et qui ne savent pas forcément de quelle manière ils vont vouloir se fédérer. Alors après, pour la petite anecdote, ce qui s'est passé, c'est que donc l'association a pris le groupe d'habitants, les a fait travailler, les a fait un peu écrire sur ce qu'ils voulaient comme type de logement, mais sans trop nous consulter au début, même si on était déjà présents. Et puis ils sont venus nous voir au bout de 2 mois, un peu de travail comme ça, en disant voilà, chacun a un peu déterminé ce qu'il voulait comme logement, un petit peu l'esprit du groupe. Et puis en fait, on a un peu déjà dessiné le projet. Parce qu'en fait, il y avait dans l'association, il y avait aussi un architecte qui est membre de l'association, et donc il a commencé à dessiner des choses. Et donc là, on s'est retrouvé face à un dessin qui ne respectait pas le PLU, qui ne respectait pas le cahier de prescription de l'urbaniste, et qui était en termes, on va dire, juste constructifs, assez aberrant, quoi. Donc nous, on a regardé ça en disant, c'est très bien, mais en fait, c'est juste, ce ne sera pas possible comme ça, quoi. Donc... Et donc on leur a dit, voilà, on comprend un peu ce que vous voulez dire, mais il y a certainement un peu à forcément redessiner un certain nombre de choses. Et leur position, c'était un peu de dire, oui, mais quand même, on peut quand même négocier auprès de l'urbaniste, c'est comme de l'habitat participatif, c'est innovant, ils vont quand même pouvoir un peu... voilà, on a une marge de négociation. Donc, connaissant un peu le contexte, on leur dit, on vous le dit clairement, ce ne sera pas possible comme ça. On veut bien faire l'effort, entre guillemets, d'aller dans votre sens et d'aller voir l'urbaniste et de voir ce qui est possible. Donc la réunion a tourné très court. Non. Voilà. Donc, voilà. Et donc en fait, notre travail a vraiment, on va dire, été amorcé un peu sur cette base-là. Donc sur une base un petit peu conflictuelle, où on a un peu passé pour les méchants et puis un peu les gens de mauvaise foi. Mais finalement, on a été obligé de redéconstruire avec eux leur programme et de reconstruire aussi, comme ça, sur une nouvelle base, le projet. Je peux un peu faire définir. Donc ça, c'est le plan. Donc on voit 5 logements. Il y a le 6e qui est sur un étage supérieur. Et du coup, tout le processus, ça a été de mettre en place quelque chose qui était de l'ordre d'un suivi assez dense, parce qu'on voyait le groupe d'habitants, donc tous ensemble, les 6 foyers en même temps, tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, c'était vraiment des réunions qui étaient pour discuter de la mise en place du projet et vraiment du projet collectif. C'est-à-dire que nous, on a toujours défendu dans ce projet-là le fait que c'est 6 foyers, donc c'est aussi 6 envies, on va dire, individuelles, mais que ça constitue quand même un ensemble immobilier commun. Et que nous, en tant qu'architectes, c'était finalement de fédérer cette expression du groupe. Et donc, voilà. Tout le premier temps du travail, ça a été vraiment de les prendre tous les 6 en même temps et de discuter de l'implantation, des matériaux, de la manière de construire, des principes du projet, etc., etc. Et en fait, finalement, ce qu'on voit, c'est que le projet, il est finalement très simple, puisque nous, on a proposé finalement des cellules habitables qui sont relativement identiques, mais à l'intérieur desquelles, finalement, on a une certaine forme de flexibilité individualisée, quoi. Si on fait définir. En fait, le projet est assez simple. Donc, on a 4 maisons en bande mitoyennes, et après, on a 2 logements qui sont superposés au-dessus d'un parking. Et à l'angle, en fait, de la jonction de 2 bâtiments, on a en fait toutes les parties communes qui se développent sur 3 niveaux. Donc, on voit un peu le projet se construire. Donc, en fait, avec un socle en maçonnerie et après des étages en ossature bois. Après, tout ça, c'est des discussions un peu... En fait, sur un projet comme celui-ci, il y a eu toute une phase aussi un peu d'études avec le bureau d'études thermiques, le bureau d'études structure, qui a permis aussi d'affiner un peu justement les réponses structurelles au projet. Et voilà. Et ce qui fait finalement, voilà, toute cette première phase un peu de construction commune, donc ça a été finalement jusqu'au permis de construire,
Et après, on a enclenché un deuxième temps qui était un temps beaucoup plus individualisé, foyer par foyer, pour retrouver finalement un petit peu les souhaits et les envies de chacun de manière plus sensible, quoi. Et notamment dans le... alors après, bon, l'histoire, c'est des histoires qui sont entre guillemets toujours un peu longues, un peu compliquées, parce que là, par exemple, sur les 6 foyers de départ, il y en a 3 qui sont partis, donc il y en a 3 qui sont revenus à des phases très très différentes. Il y a des gens qui sont partis avant le permis de construire. Il y a une personne auquel le groupe a demandé de partir parce que ça se passait pas très bien. Parce qu'il faut savoir que dans ce type de projet, finalement, un des éléments aussi qui est très fort, c'est que les relations de voisinage se créent avant le bâtiment. C'est-à-dire que les gens, comme ils se rencontrent et qu'ils se voient régulièrement, finalement, il y a déjà ce tissu social qui est finalement préexistant à l'objet architectural. Et par exemple, il y a une des personnes qui est une personne à la retraite qui du coup faisait un peu du babysitting pour les foyers qui avaient des enfants en bas âge. Et puis ceux qui avaient la capacité, des fois venaient l'aider pour faire un peu de bricolage chez elle. Enfin, il y avait déjà tout ce réseau-là qui était créé avant même le bâtiment. Tu peux faire défiler. Et globalement, pour dire, à la fin, il y a une petite phrase d'une des habitantes qui dit qu'avec 6 mètres d'ouvrage, les problèmes sont multipliés par 6, ce qui est pas loin d'être vrai, effectivement. Donc là, je vais vous parler d'un projet, ou plutôt d'une aventure aussi, quoi. Alors, pour rebondir sur l'idée du processus, c'est vrai que nous, jeunes architectes, on est amenés à beaucoup procéder à un inventaire de l'existant. On doit intervenir sur des choses qui existent déjà. C'est vrai que la notion même de permis de construire peut même des fois être un peu réduite. C'est vrai qu'on a le pouvoir de construire, mais on a aussi, bien entendu, d'autres choses à faire aussi aujourd'hui, quoi. Et cet exemple-là en particulier est une aventure un peu particulière, puisque c'est un bâtiment qui a voyagé, qui a été démonté et remonté. Donc c'est un bâtiment qui a été dessiné par un architecte bâlois, donc un architecte suisse, qui avait été imaginé démontable parce que c'est un bâtiment, donc c'est une chapelle qui devait voyager un peu en Afrique. Donc c'était donc des structures légères, des montants, donc c'est une structure poteau-poutre, et les panneaux de remplissage sont des panneaux de 1,20 m de large, donc c'est un module, une fois rempli d'isolant, et les vitrages aussi prennent place dans ce même module. Et en fait, on avait entendu parler de ce bâtiment qui était en état à Bâle, donc c'est le campus universitaire psychiatrique de Bâle. Et j'avais entendu dire qu'il voulait démonter et virer tout simplement ce bâtiment qui fait front au bâtiment du directeur et donc qui fait un peu de l'ombre à l'espèce de monumentalité souhaitée par le directeur. Donc cette place a été complètement vidée de ce bâtiment, et donc nous on a choisi tout bêtement de le récupérer. Donc là, la mission de l'architecte a été plutôt de coordonner, déjà récupérer, bien sûr, faire le travail d'enquête un petit peu sur les plans qu'on avait à disposition, sentir un petit peu les choses, puisque c'est un bâtiment, comme dit, qui est démontable, donc il y avait des choses qui s'emboîtaient, les poteaux par exemple étaient pris sur des platines avec des pas de vis qu'il fallait tourner, donc on s'est un peu cassé la tête à essayer de le démonter déjà aussi. Là, on voit les phases justement des montages. Donc, on a scié les longues poutres. Donc c'est un bâtiment qui fait 18 mètres sur 20. Donc, pour les problématiques aussi de transport, on a dû le rendre transportable tout simplement. Et là, donc, si on peut vite revenir sur les fameux modules. Donc voilà, c'est un bâtiment qui avait été imaginé par ces fameux modules de 1,20 m, donc une liste d'implantation, puis après des panneaux qui s'emboîtent, quoi, tout bêtement. Donc le travail d'enquête et puis de manutention, d'évacuation du site proprement. Il y avait de l'amiante sur le toit, donc il y avait toute une organisation par rapport au traitement des déchets. Et donc c'est un bâtiment qui est parti de Bâle et qui est maintenant à Samadé, à côté de Mont-de-Marsan. Donc une équipe d'architectes, on s'est entendu à une équipe restreinte de 3 ou 4 architectes pour organiser cette chose-là, et maintenant c'est un endroit, un pied-à-terre pour l'été, tout bêtement. Donc le plan est un grand plan libre qu'on a pu organiser de manière assez simple en mettant tout bêtement une cuisine au centre. Donc ça c'est la maquette de départ et puis le bâtiment en situation. Et donc ça maintenant c'est le bâtiment dans son site à Samadé avec voilà une petite création d'un petit brise-soleil. On a remplacé bien sûr toutes les tuiles. On a dû restaurer aussi les panneaux parce qu'en les démontant on a fait un peu de casse, et donc on a dû réisoler correctement les choses.
réenduire certains panneaux. Enfin voilà, il y a un travail un petit peu d'orfèvrerie sur ce bâtiment pour qu'il soit remontable assez facilement finalement sur site. Donc en 2 semaines, on a monté ce bâtiment et l'année d'après, on a construit la piscine devant. Donc c'est un projet qui s'est étalé sur 2-3 ans. Donc voilà, en tout cas sur le processus de recyclage, donc pourquoi pas même imaginer encore aujourd'hui des bâtiments qui sont sur des modules simples, pourquoi pas mettre dans le cahier des charges aussi dans certains bâtiments, certains usages de bâtiments, la notion de démontabilité pour le réemploi, parce que je pense que c'est dans l'ère du tout consommable et du tout jetable, ça peut prendre corps et avoir du sens. Alors ce projet est un projet aussi sur un site existant. Le client souhaitait tout simplement valoriser son foncier dans le cadre de toutes les lois un peu instaurées qui sont d'actualité, donc la libération du COS sur les sites et ainsi de suite. Donc ça, c'est une photo de l'immeuble qui se situe dans le 12e arrondissement de Paris, qui déjà a une frontalité assez imposante sur la rue et qui laisse apercevoir en fait à sa base, à son entrée, quelque chose qui va se situer derrière, qui sera sa cour. C'est ce qu'on voit sur cette photo. C'est le site d'implantation du futur projet. Donc toujours dans ce processus de valoriser son foncier, son immeuble tout simplement, il nous a demandé d'imaginer un projet qui soit à la fois un nouveau projet paysager en cœur de propriété et de démolir une petite bâtisse abandonnée sur la gauche de l'image pour construire un nouveau projet de logement. D'une dizaine de logements qui se situera donc dans cette cour-là. Donc il avait aussi des ambitions un peu qualitatives en termes d'architecture. Donc ce qui nous a tout de suite amené dans le processus à établir deux choses. La première, ça serait de partir sur cette idée de parcours, de partir d'un environnement urbain et d'une frontalité du bâtiment existant vers un autre lieu qui nous amène dans une thématique paysagère et pour ensuite découvrir un bâtiment et qui, du simple fait d'un parti pris architectural qui serait d'avoir des logements traversants, dégagerait une seconde courette à l'arrière du bâtiment et qui nous amènerait aussi à un autre point clé de ce parcours. Le deuxième élément qui fait partie du processus de projet, c'est tout simplement des difficultés d'acheminement des matériaux sur site, puisqu'il nous fallait aménager en fait dans l'entrée une zone dédiée en fait à l'acheminement des matériaux. Il y avait aussi bien sûr le support de construction qui est en fait un parking. Donc de ce fait, on s'est tout de suite orienté sur une construction bois pour ses propriétés de légèreté, pour aussi cette facilité de les concevoir en atelier et de les acheminer sur site, et aussi parce que ça plaisait beaucoup en fait aux clients qui voyaient là une sorte de valorisation des thématiques actuelles du bâtiment et qui ils pourraient communiquer là-dessus en fait, tout simplement. Au cœur d'îlot, il y avait aussi beaucoup de contraintes liées bien sûr aux règles d'urbanisme qui nous a amené tout de suite à une forme architecturale, à des gabarits, ce qu'on essaie de vous montrer sur les coupes. Et donc ce dessin montre en fait le processus de fabrication de ce bâtiment dans ce cœur d'îlot, avec tout simplement des plots de réception et ensuite une ossature poteau-poutre et des panneaux modulaires, un peu comme on l'a vu sur le projet de Loïc, qui s'emboîteraient les uns avec les autres et qui composeraient l'architecture du bâtiment. Ce qui nous intéressait dans ce projet, c'est d'avoir vraiment un souci du détail, travailler sur la pièce modulaire à proprement dite pour arriver à un résultat
architecturales qui paraissent pas trop préfabriquées ou qui paraissent pas trop une architecture un peu éphémère. Donc on s'est beaucoup inspiré de l'architecture japonaise et de ces constructions bois qu'on a l'habitude de voir. Donc là, toujours dans le fil du processus, on voit le jardin qui vient ensuite agrémenter un des premiers éléments du parcours. La suivante. Donc voilà, je vous parlais de l'architecture japonaise qui a un savoir-faire sur le bois et aussi sur le parcours architectural. Ce qu'on voit sur cette image, c'est qu'il y a plein d'interrogations qui apparaissent. Pourquoi est-ce que ces bois sont peints en blanc à leur extrémité pourquoi cette porte qui nous emmène vers autre chose. Donc ça a été vraiment sur ces bases qu'on a construit l'imaginaire et le processus de conception du projet. Donc là on arrive donc dans cette nouvelle cour qui est une sorte de sous-bois qu'on a voulu dans ce sens de l'évocation, et on découvre ce bâtiment qui fait partie intégrante maintenant de ce nouveau paysage et qui développe toutes les thématiques et les processus de construction qu'on a évoqués. Voilà, donc là c'est la symbolique toujours de la porte qui va nous emmener à un autre endroit du projet, qui va permettre de desservir les appartements. Donc on a cette dichotomie qui va se créer entre la matérialité apparente et puis ce qui peut se cacher derrière. Image suivante. Et là on a cette courette blanche qui est un peu une nouvelle surprise et qui développe aussi une nouvelle forme de paysage plus domestique, plus participative avec les habitants qui peuvent l'agrémenter de végétaux et qui peuvent aussi échanger dans un espace qui leur est plus dédié. Bon, on a presque tenu notre temps. On a 50 minutes et on va vous présenter du coup le projet d'Éole Évangile. Alors, vous avez vu à travers toute cette présentation, là on représente 4 agences, on a tous des axes, on représente 5 agences, pardon, je ne me suis pas compté dedans. On représente 5 agences et du coup 5 pratiques différentes, 5 richesses aussi différentes individuelles. Je vous ai dit tout à l'heure, on s'était monté en collectif, donc on est 18 richesses qui ont travaillé tous ensemble sur le projet de départ, donc, qui était Éole. Éole Évangile, c'est une parcelle au nord de Paris, entre les entrepôts McDonald's, les voies ferrées de la ligne TGV Est, et le troisième côté du triangle, c'est la porte d'Aubervilliers. Donc un site avec beaucoup de potentiel. Et un sol pollué, un sous-sol pollué aussi, je précise. Voilà. Et donc pour travailler en fait sur ce projet-là, ce qui était intéressant, c'est que le collectif, il en est au démarrage, hein, on est au tout début. Ce qui a donné l'impulsion du collectif, c'était cette envie commune du coup de partager et de faire du projet ensemble, mais c'était aussi du coup de faire des plus gros projets, ce qu'on ne peut pas faire quand on est une petite agence qui a entre 150 et 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, du coup, on s'est attaqué à un gros sujet. Il y a 1,6 hectare, il y a environ 300 logements. Et on a proposé la plus grande coopérative habitante de France, du monde, je ne sais pas. Et voilà. Bah, je laisse peut-être Julien... Donc, comment faire travailler toutes ces personnes ensemble, comment mettre des idées partagées, mais aussi des axes différents tous ensemble, et dessiner un projet commun. On est tout simplement parti d'une évidence, c'était de se dire qu'il fallait partir d'un système un peu rationnel, flexible, qui puisse nous permettre de faire cohabiter une multitude d'idées, d'intentions, et qui retrouve ensuite une cohérence. Donc on est parti d'une grille modulaire, tridimensionnelle,
qui permet de dessiner un morceau de ville, qui permet de dessiner des axes, qui permet tout simplement d'avoir une stratégie de dessin urbain dans une ville, tout simplement un morceau de ville. Donc avec ces problématiques bien sûr liées à des réglementations, mais aussi avec des stratégies dues à des endroits très pollués, dues à des frontalités assez dures qui sont celles des voies. Et donc on a développé ce projet sur une trame modulaire. Et l'image suivante. Et qui nous a permis ensuite de dessiner ce plan qui puisse absorber des programmes, qui puisse absorber des contraintes liées forcément à différents usages, et toujours bien sûr dans les idées dans lesquelles on se retrouvait, qui était d'innover un peu dans cette idée de vivre ensemble. L'image suivante. Donc là, c'est le plan qu'on a vu juste précédemment nous donnait un peu une image de cette rationalité. Et là, on arrive un peu à une concrétisation, toujours en illustration, de ce qu'on a pu imaginer sur ce site et qu'on a voulu crédibiliser avec cette architecture qui apparaît, avec ces mises en relation entre espace public et espace d'activité. Ce qu'on voit sur la droite, c'est une grande halle d'activité et de valorisation de l'artisanat, qui nous permet aussi de répondre à des contraintes de nuisances sonores liées aux voies, qui nous permet d'avoir une sorte de grand axe qui nous amène à un parc, qui est joncelé d'une place publique avec des activités programmatives. Et aussi, toujours dans cette idée d'avoir une forme d'urbanisme vertical, la ville qui va se poursuivre et qui va créer des nouveaux lieux de communauté, d'échanges, de production, d'échanges bien sûr humains, mais aussi d'échanges de ressources et d'activités, et qui va aussi permettre d'établir des nouvelles relations sur la question posée toute simple, très pragmatique, sur vivre, sur l'habitat, puisqu'on a volontairement décidé d'orienter en grosse majorité le programme sur l'habitat, puisqu'on sait aujourd'hui que nos villes ont besoin de créer du logement. Mais là, on a voulu vraiment montrer une autre manière de créer du logement avec des usages et des problématiques actuelles. Ça, c'est un schéma qui établit une forme de comparaison entre ce que nous on propose et sur un système beaucoup plus traditionnel qui est celui de la promotion immobilière. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec l'expérience du groupement, les richesses apportées à ce groupement, puisqu'on a vu que Boris avait déjà cette expérience-là. On avait aussi bien sûr d'autres personnes qui avaient des expériences dans la capacité à financer un tel projet et de se tourner vers les acteurs qui puissent mettre en place à la fois sur le plan juridique, mais aussi sur le plan de crédibilisation financière un tel projet. Ce qu'on a réussi à faire, puisqu'aujourd'hui tous les acteurs sont en place et se sont engagés sur ce projet. Et c'est pour ça qu'on a réussi à répondre à cette demande de la mairie de Paris. Voilà. Ouais, après, effectivement, ce qu'on peut dire sur ce projet-là, c'est effectivement, c'est un peu tout le processus aussi qu'on a mis en place pour justement travailler à autant de mains et à autant de groupes, puisque je dirais déjà de travailler ensemble, c'était déjà un petit projet en soi, effectivement, au-delà de la production à un moment donné d'un bâtiment. Et ça a été finalement assez simplement, c'était de se dire, bon voilà, on a organisé finalement des journées de workshop, un peu tous ensemble, qui nous ont permis effectivement de débattre sur les idées, de débattre sur le fond, et aussi que chacun puisse s'exprimer à un moment donné dans ses envies de projet et sur la mise en place un peu des choses. Et après, finalement, avec une répartition du travail, avec les capacités, les moyens et les envies de chacun. Voilà. Donc là, par exemple, une des photos
prise lors d'un des workshops à Paris pour justement travailler sur ce projet-là, quoi. Et ça, par exemple, si on peut le dire assez rapidement, cette manière de travailler, ça c'est des choses qu'on avait, on va dire, imaginées, écrit, puisqu'en fait, en tant que collectif, du coup, on est dans une démarche aussi, effectivement, de se constituer comme une équipe de maîtrise d'œuvre à part entière, et du coup de faire des candidatures. Donc on fait aussi des candidatures, des vraies candidatures de marché public tous ensemble, avec effectivement du coup la description un peu de ce mode de travail, quoi. Et donc on a pu là pour la première fois vraiment expérimenter, on va dire concrètement, quoi. Et réussir. Et à réussir, oui, Et parce que ce qui était aussi ce qui était ouais. effectivement aussi un gros, parce que commencer à travailler, ça on a réussi à faire assez bien, mais effectivement même finir, je dirais, on a même très bien réussi, mais c'est vrai que c'était tout au long de la mise en place de ça, ça a toujours été une question, un point d'interrogation de savoir si on allait réussir, on va dire confortablement, aller jusqu'au bout de cette histoire-là, quoi. Oui. Sans faire trop de concessions sur le projet, en laissant des marges de manœuvre. Voilà. La prochaine étape, c'est, on vient d'être retenu, ça date d'avant-hier, sur le concours EDF bas carbone à Lille. Donc là, c'est pareil, c'est un grand site et proposition en septembre. On attend l'offre de Bordeaux. Ah oui, on attend l'offre de Bordeaux. Merci beaucoup. C'était passionnant. Et en plus dans les temps, c'est ça? On ne regardait pas nos montres, hein, on ne s'ennuyait pas. Non, merci beaucoup. Je vous l'avais dit, si certains ou certaines ont l'envie de poser une ou plusieurs questions, qui ne se privent pas, le micro que j'ai dans les mains peut circuler facilement jusqu'à vous. Monsieur. Oui, pour le dernier projet que vous avez présenté, vous n'avez pas trop évoqué la démarche coopérative. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, alors rapidement, en fait, ce projet-là, effectivement, on l'a élaboré en se disant que c'était... en fait, la grosse question qui était soulevée par ce projet-là, c'était de proposer, effectivement, dans un contexte parisien, des prix du logement qui ne soient pas trop élevés. Donc on a misé aussi sur le fait que pour que le logement soit moins coûteux, d'essayer d'éliminer quelques intermédiaires et d'essayer de construire intelligemment les choses. Et en se disant qu'en rentrant dans un projet participatif, ça permettait de faire un certain nombre d'économies. Alors, X ou Y, c'est le schéma qu'on voit, ce qui est ce dernier schéma-là. Il n'y a pas de promoteur, par exemple. C'est la première économie. Il n'y a pas de promoteur. 30%. Et voilà, puis aussi de faire participer un peu les gens, effectivement, à la constitution, à un moment donné, de l'ensemble immobilier. Après, aujourd'hui, là, tout ce qu'on a mis en place, effectivement, on va dire, c'est des grandes intentions, et c'est un projet où on a mis, effectivement, énormément de choses. Et là, de la même façon, la maîtrise d'ouvrage, elle est entre guillemets en cours de constitution. C'est-à-dire que ce projet-là, à un moment donné, va se confronter à un groupe qui va se constituer et un mode de gouvernance qui est décrit, mais qui est aussi attesté, quoi. Et donc c'est vrai que c'est des projets qui sont expérimentaux et où du coup on est aussi, on met en place en parallèle de la conception du projet tout un mode d'évaluation qui permet effectivement, au fur et à mesure que les choses avancent, de voir ce qui fonctionne et comment finalement on intègre au fur et à mesure la contrainte habitante dans le projet. Mais aujourd'hui on est dans une phase où on a déposé ce qui était demandé, donc les documents qu'on vous a un peu montrés, qui sont considérés comme une esquisse moins. Et donc effectivement, la prochaine étape, c'est effectivement de faire entrer les habitants au fur et à mesure dans le projet et de rentrer finalement toutes les contraintes que ça suggère. Mais concrètement, il y a aussi un point qu'il faut évoquer, c'est que les personnes qui vont se réunir pour développer ce projet, ils vont posséder des parts, c'est-à-dire qu'ils vont payer des loyers qui sont modiques, je crois que c'était 19 € par mètre carré et par mois. C'est ça. Et en fait, c'est l'ensemble du collectif qui va être propriétaire de l'opération. Par contre, individuellement, vous n'allez pas être propriétaire de votre logement. En tout cas, tout de suite, quoi. Vous allez payer un loyer qui, lui, va rembourser ce prêt qui a financé l'ensemble de l'opération. Ça, c'est des petites nuances de ce type-là qui construisent cette notion de coopération, quoi.
Il y a beaucoup d'espaces collectifs, du coup, aussi, hein, bien sûr. On arrive à beaucoup plus développer des espaces communs, de mise en commun, de mise à disposition. Et puis, on a envie d'associer ça aussi à des coopératives des métiers qui pourraient venir greffer finalement et accompagner ce cœur d'îlot, quoi, hein. Je pense notamment à des maraîchers, par exemple, puisqu'il y a deux niveaux pour cultiver, c'est-à-dire que l'habitant peut cultiver, mais on a aussi envie de donner corps à cette chose-là par la présence de maraîchers professionnels qui vont investir les lieux, et c'est pareil aussi pour des artisans, par exemple, une coopérative d'artisans qui serait présent. L'idée étant aussi de vraiment centraliser un maximum d'usages sur le lieu directement. C'est-à-dire qu'on a envie que ce soit des lieux pour vivre, des lieux pour se restaurer, des lieux pour échanger, pour cultiver et pour rencontrer des acteurs qui pourraient travailler localement sur le site aussi. Donc il y a 3 degrés de coopérative, hein, me semble-t-il. Les entreprises. Alors, dans la coopération, il y a une coopérative artisanale. Donc ça, c'est il y a une partie du projet qui est dédiée à ça. Après, globalement, ça c'est à l'échelle du site, on n'a pas bien expliqué, mais il y a une très grande en face zone, Cap 18, c'est un truc d'artisanat, et voilà, vraiment dédié à l'artisanat. À Paris, la demande, elle est plutôt orientée autour du logement, et du logement pour les classes moyennes. Donc, on a trouvé que c'était ça la meilleure réponse à cet endroit-là. Voilà. Une autre autre question question. Non? Ouais. Le poids du foncier dans l'opération. Alors ça, on ne peut pas vous le dire parce que ça fait partie du... Enfin, on le sait, parce qu'on l'a calculé, on a pris des avocats, on a travaillé beaucoup à ça, mais ça c'est le cœur du projet. On le sait aujourd'hui, mais on ne va pas vous le dire parce que c'est pas encore attribué. Donc, voilà. Mais on a travaillé à ça en fait, ça fait partie de l'équation en fait. Il fallait proposer un prix pour le terrain à la ville de Paris, et du coup, ça fait partie de l'équation globale. Et le prêteur Les prêteurs. Les prêteurs. Parce que du coup, c'est un montage un peu complexe, dont la digne représentante du pôle juridique n'est pas là, donc je vais pas être le meilleur pour vous expliquer, mais... Disons que dans cette démarche-là, on a été voir et on a été présenter ce projet à différents prêteurs potentiels qui se sont engagés tout simplement à hauteur de certaines sommes à s'engager à suivre le projet dans son processus et dans son engagement de prêt. Donc aujourd'hui, oui, donc c'est-à-dire que un seul prêteur ne va pas prêter l'ensemble de la somme, mais c'est un groupement de prêteurs qui va se constituer et qui va prêter plusieurs. Est-ce que ce sont des prêteurs coopératifs, mutuels? Il y en a, oui. Il y a des banques coopératives, il y a des banques plus traditionnelles, donc c'est vraiment un montage. Mais un montage sous engagement. Ah, une autre main se lève. Je ne l'ai pas précisé, mais on aura le loisir aussi de continuer à discuter, parce qu'après, on va prendre un verre. Donc, je dis ça pour les timides, hein, parce que souvent, les mains osent pas se lever, puis après, les gens discutent. Mais une autre question. Oui, je voulais vous demander si vous aviez eu, au niveau du processus d'organisation avec les habitants, l'élaboration d'une charte de l'habitant des futurs logements. Et aussi comment vous aviez envisagé la succession pour la seconde génération du projet. Parlez toujours du projet EOL, on est bien d'accord. Oui, le projet. Le dernier projet présenté. Tout simplement, par le biais de cette trame, on s'est tout simplement posé la question du bon dimensionnement,
C'est une sorte de modulor en quelque sorte, mais on s'est dit que cette trame répondrait tout simplement à des volontés d'usage, bien sûr des contraintes constructives du projet, et ce qui nous permettrait d'absorber un certain nombre de typologies de logements et de capacités à proposer des modes d'habitation qui puissent cohabiter. Donc cette résolution-là et cet aspect participatif de l'habitant, il sera en fait réglé en partie par la trame constructive du projet et aussi par la capacité et le choix des habitants d'acheter en fait, enfin de prendre des parts au projet, un peu comme en Suisse, c'est-à-dire au volume et pas au mètre carré. Donc c'est pour ça que je parle de modules tridimensionnels, puisque cette grille qui est de 2,90 par 2,90, qui est un cube tout simplement, qui peut aller juste bien sûr à un dénominateur plus petit, nous permettra de découper en volume l'ensemble du bâti construit. Et après, sur la question du passage de génération après, ou du changement des habitants, en fait, comme l'a expliqué tout à l'heure Loïc, c'est un peu un changement de mentalité par rapport, on va dire, des projets dont on a l'habitude en France. C'est-à-dire que là, les gens ne sont pas propriétaires des murs, mais ils sont propriétaires de parts sociales. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est un côté anti-spéculatif, ce qui fait que quand quelqu'un part, en fait, ou s'il y a un changement, effectivement, c'est des gens qui rachètent des parts sociales. Et après, effectivement, tout le principe du projet, de sa tridimensionnalité, c'est de pouvoir repositionner après, finalement, de gérer, on va dire, le flux de départ et d'arrivée, et de pouvoir, comme ça, on va dire, moduler l'occupation du bâtiment, quoi. Et d'être toujours dans une occupation de sociétaire et pas de, entre guillemets, pas de propriétaire, quoi. Alors, c'est mentionné. pour la modique somme de 5 500 €. La Chab. Il faut dire qu'à Paris, dans ce quartier-là, c'est entre 8 et 9 000, en fonction des vues. Voilà, donc on n'est pas à Bordeaux. C'est pareil. Non, très bien. Bon, c'est très intéressant. Ça nous donnera l'occasion de vous retrouver. Vous viendrez nous tenir informés de l'avancement vers des choses se développer. Comme il y a des gens très intéressés avec plein de questions, peut-être que monsieur voudra acheter des parts sociales ou prêter ou construire. Je ne vous ai pas tout à fait situé, mais très bien. Alors, vous allez avoir des choses à leur dire en buvant un verre. Très bien. S'il n'y a pas d'autres volontaires ou désireux de poser des questions, ce que je vous propose, c'est que on continue donc cette soirée sur un mode très informel, très convivial, en prenant un verre tous ensemble. Merci à vous tous.